l'effet, ou en tout cas, peut-être l'effet final recherché, en fait, c'est d'être venu se confronter un petit peu à soi-même et d'avoir touché et ou repoussé ses limites. En fait, c'est ça. Parce que il y en a certains qui pourront dire moi j'ai préféré le rappel, j'ai préféré la piste d'audace, j'ai préféré la navigation ou ce genre de choses. Et je pense que vraiment l'aspect global de ça, quand on ressort d'un stage de qualification commando, c'est plutôt en fait je sais de quoi je suis capable. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes de retour au Centre national d'entraînement commando pour nous entretenir avec l'adjoint du chef du bureau entraînement instruction et parler des spécificités et de l'avenir des différentes formations dispensées au cadre de l'armée de terre, notamment en termes d'aguerrissement. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à notre magazine papier en vous rendant sur le site defensezone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis le chef de bataillon Christophe. Je suis ici au Centre national d'entraînement commando, 1er régiment de choc, l'adjoint du chef du bureau entraînement instruction et je suis globalement en charge, en tout cas plus particulièrement en charge, des études et de la prospective. D'accord, en quoi ça consiste ? Alors le travail d'adjoint du chef du bureau entraînement instruction, c'est de le remplacer effectivement en son absence et puis de gérer un certain nombre de dossiers sur lesquels il n'a pas forcément le temps de s'appuyer. En revanche, pour la partie études et prospectives, il s'agit de se projeter dans l'avenir, d'étudier de nouvelles pistes de formation et de donner un petit peu de sens à l'action qu'on mène au quotidien pour l'avenir de l'aguerrissement et de la formation aux techniques commando. D'accord. Avant ce poste et cette mission, vous faisiez quoi ? Alors j'ai même travaillé finalement hors ministère de la Défense, enfin des armées, puisque j'ai été détaché au ministère de l'Outre-mer et j'ai travaillé dans un régiment du service militaire adapté, plus précisément à La Réunion, où j'étais en charge de la formation professionnelle, donc un tout autre domaine. D'accord. Ouais, comment on fait pour passer du RSMA, du service militaire adapté à cet univers-là ? Alors, il n'y avait pas de passerelle particulière, si ce n'est que en fait, je suis pour le coup moi formateur des techniques commando, puisque je suis passé en stage ici dans les années 2000, entre 2005 et 2007, et puis j'ai eu l'occasion de servir outre-mer et de commander un centre d'aguerrissement outre-mer. Et donc, à l'issue de quoi, j'étais et instructeur et formateur des techniques commando. En revanche, c'est la première fois que je sers ici en tant que cadre au Centre national d'entraînement commando. D'accord. Donc ici, nous sommes au SNEC, le Centre national de l'entraînement commando. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce centre, de son histoire, de ses différentes missions ? Alors le Centre national d'entraînement commando 1er régiment de choc, en fait c'est un centre qui est héritier des bataillons de choc. À l'époque, on est souvent sur les guerres d'Indochine et cette époque-là, mais historiquement en fait il prend ses sources dans ces bataillons. Et ensuite il est installé ici sur Mont-Louis depuis le début des années 1960. D'accord. Et le premier régiment de choc, c'est... Historiquement, il reprend en fait les traditions ou l'histoire de ceux qui ont servi dans les bataillons de choc. Voilà. C'est un petit peu comme dans tous les centres de l'armée de terre où finalement pour ancrer un petit peu de manière historique l'appartenance de ces unités aux armées mais à l'armée de terre en général, c'était de reprendre les traditions de ce qui correspondait le plus à une entité existante auparavant. Et donc là, en l'occurrence, ça faisait écho effectivement aux bataillons de choc qui ont existé. Donc il y a eu le premier, le 11, il y en a eu d'autres encore. Et c'est notamment ceux que j'exprimais ou ceux que je soulignais, j'indiquais auparavant, à l'époque de la guerre du Vietnam ou d'Indochine, particulièrement. Pas du Vietnam, pardon, d'Indochine. D'accord. Ici, les stagiaires qui passent, ils viennent d'où ? Ils viennent de l'armée de terre essentiellement ou ils viennent d'ailleurs ? Alors effectivement, une des missions de ce centre, c'est bien évidemment d'accueillir tous les cadres de l'armée de terre. On accueille également des cadres des autres armées, voire même de la gendarmerie. Et donc il n'y a pas de stagiaires, ou en tout cas d'unités qui n'est pas concernée par les formations, puisque
de l'initiation à l'instructeur des techniques commando en passant donc par l'aguerrissement ou le monitorat. Tous les cadres sont à même de venir présenter leur candidature pour ensuite pouvoir dispenser, en étant formés, des actions de formation commando dans l'ensemble des régiments de l'armée de terre. Et donc, comme je le disais aussi précédemment, ça peut être pour l'armée de l'air, comme on reçoit aussi le GIGN ou les forces spéciales du 1er PIMA, le CPIS ou autre. Les forces spéciales viennent ici aussi s'entraîner ou ils font tout en interne au 1er PIMA à Bayonne et au 13e RDP à Souges? Alors, ils ne viennent pas nécessairement s'entraîner, même si ça peut leur servir d'entraînement, mais c'est aussi pour eux un moyen de sélectionner leurs gens. Au travers d'un stage qu'on appelle le stage commando spécialisé. D'accord. Et ici, il y a combien d'instructeurs au sein du SNEC? Alors, la quasi-totalité, la très grande majorité des cadres qui servent au SNEC sont instructeurs des techniques commando. Maintenant, on a ce qu'on appelle nous, le groupement d'instruction des stagiaires, qui est le cœur finalement du SNEC et qui totalise 44 instructeurs commando qui ont effectivement la mission de formation. D'accord. Les profils de ces instructeurs, c'est quoi? C'est des anciens commandos, justement, dans les unités ou pas forcément? Alors, pas nécessairement. Et justement, de manière générale, en tout cas en faisant écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens qui sortent avec un stage qualifiant ici, ils vont faire de l'aguerrissement dans d'autres unités de l'armée de terre ou dans les centres d'aguerrissement outre-mer, les centres d'instruction un petit peu délégués qu'on a, par exemple à Penthièvre ou aux Adelphes. Et en fait, une fois qu'ils ont été formés, ils sont appelés à revenir s'ils le souhaitent, et en fonction des besoins de notre direction des ressources de l'armée de terre, pour venir servir ici. Donc ils peuvent venir de toute origine, ça peut être un fantassin bien évidemment, parce que c'est un petit peu là où on a le plus de candidats, et parce que ça fait aussi partie des cursus de formation, notamment pour les officiers. Mais on peut avoir des gens qui viennent de l'artillerie, des gens qui viennent de l'arme blindée cavalerie, de l'arme des transmissions, avec différentes spécialités. Après, on a quelques profils particuliers qui viennent, parce que nous avons aussi des brigades spécialisées, que ce soit dans le domaine de la survie, extraction, résistance, ou du détachement d'accompagnement d'autorité, où là on peut avoir des profils qui viennent d'unités spécialisées. D'accord. Les profils, c'est quoi les profils recherchés pour vous en priorité est-ce que c'est compliqué de recruter des gens comme ça pour venir servir au sein de ce centre? Eh bien en fait c'est pas nécessairement compliqué, simplement d'une année sur l'autre il peut y avoir des fluctuations sur la motivation de certains à vouloir servir ici au Centre national d'entraînement commando. Maintenant les gens connaissent les lieux généralement en étant passés stagiaires. C'est une toute autre chose de venir ici et servir en tant que cadre formateur. Après, il n'y a pas de difficulté particulière. Maintenant, la diversité de notre recrutement est aussi une source de richesse. C'est-à-dire que plus les gens viennent d'horizons différents, plus on a cette capacité à pouvoir donner une instruction de qualité avec différents retours d'expérience. Au sein du bureau dans lequel vous travaillez, le bureau études et prospectives du bureau entraînement et instruction, j'imagine que vous avez un regard particulier sur comment s'entraîner demain. Comment on prépare ça? Comment on prépare demain quand on est dans ce centre, et plus particulièrement en termes d'entraînement à l'aguerrissement, ce genre de choses? Alors, on sort d'une revue de programme, on va dire, où on a cherché justement un petit peu à voir quelles évolutions on pouvait amener concrètement dans les stages qu'on dispense au quotidien. Il y a une espèce de continuité en fait dans l'évolution. Il y a des principes très simples qui marchent très très bien. Et on a 4 domaines d'instruction qui sont identiques et qui sont référencés, dans lesquels on vient ensuite piocher les différentes disciplines dans lesquelles on va évoluer. L'entraînement physique et psychologique au combat, l'instruction technique, l'instruction tactique, et puis l'adaptation au milieu. Voilà, c'est les 4 domaines principaux.
À partir de là, eh bien, on va faire du franchissement du franchissement de coupure humide, du franchissement terrestre, on va faire du rappel de l'escalade, on va aller faire un passage à gué, on va utiliser les moyens de navigation, on va faire du combat corps à corps adapté au combat de haute intensité, on va travailler un peu sur ce que c'est que la survie, en essayant de développer les méthodes. Et en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est récurrent, puisque c'est récurrent et c'est à la fois immuable. C'est-à-dire que sortir de tout ça, ça peut s'apparenter à une innovation, mais on considère, ou en tout cas on arrive à savoir ou à voir que ça se raccroche systématiquement à un de ces 4 domaines. Donc, ce qu'on va surtout faire évoluer, c'est un petit peu le volume horaire qu'on va consacrer à plus ou moins l'un des domaines, mais en les conservant tous, quoi qu'il arrive. Parce que ça fait partie de cet aguerrissement moral, de cette recherche un petit peu de nos limites, à savoir si on va aller les toucher simplement ou les repousser. La question des limites, c'est très intéressant parce que quand on parle du SNEC à des militaires, il y a forcément l'image ou les souvenirs parfois douloureux de personnes qui sont allées au-delà de leurs limites ou qui sont allées essayer d'aller au-delà de ces limites. Comment vous formez les gens à ça, concrètement ? C'est quoi les exercices que vous mettez en place, le programme pour ça ? Il y a quelque chose qui est assez simple, je pense, c'est la démonstration. Donc toute l'instruction est basée d'abord sur une démonstration, quelle qu'elle soit, des tests d'entrée, jusque, un déroulé sur une piste rouge, comment est-ce qu'on va manipuler les explosifs, et puis tout se fait de manière progressive. J'ai envie de dire, c'est même la méthode de fonctionnement de notre armée de terre et de nos armées en général. C'est que en fait, le formateur fait une démonstration de l'activité ou de la séance de l'instruction qui va suivre, et ensuite on fait pratiquer petit à petit, pas à pas, pour arriver à ce que tout le monde réussisse. Alors tout le monde ne réussit pas, mais en tout cas, l'idée c'est bien que chacun puisse évoluer dans sa marge de progression. Et autant il y en a qui vont être très bons dans un domaine et qui vont tout de suite dire bon, je maîtrise, autant dans un autre domaine ce sera complètement l'inverse et il croisera un de ses camarades de stagiaires qui pour le coup sera à l'opposé de cette personne-là et ils pourront tous ainsi progresser. Tout ce qu'on fait de jour comme de nuit est d'abord vu de jour, pratiqué, drillé, et ensuite une fois que c'est relativement maîtrisé, on peut passer de nuit. Voilà. Donc il y a la progressivité, bien sûr, et d'abord la démonstration par l'exemple du formateur qui encadre ces stages. Au début de cet entretien, vous parliez de l'héritage du régiment de choc, du premier choc. Au final, est-ce que l'aguerrissement, l'entraînement commando, c'est pas quelque chose qui est complètement intemporel ? Est-ce qu'on peut innover là-dedans ? Est-ce qu'il y a eu des grandes phases d'évolution dans l'instruction à ce niveau-là ? Alors, je pense qu'effectivement, l'aguerrissement il est intemporel et quelle que soit la période dans laquelle on vit. Après, c'est ce que je disais, c'est que dans les 4 domaines qu'on instruit, eh bien, on a peut-être cette variable d'ajustement qui se situe à l'intérieur des 4. Et peut-être qu'à un moment donné, on sera moins sur l'instruction technique, mais plus sur l'instruction tactique. Peut-être qu'on sera plus sur la préparation physique et psychologique du combat, et moins dans l'intégration ou l'adaptation au milieu. Ce que faisaient certainement nos anciens, c'est qu'il y avait probablement beaucoup moins de sécurité et qu'aujourd'hui on en met beaucoup plus. C'est aussi en ce sens qu'on arrive à faire dépasser les limites à certaines personnes qui, si on leur disait de sauter face au vide sans assurance, seraient incapables de le faire, alors qu'avec une assurance, elles le feront. Voilà. Alors quand je dis sauter face au vide, c'est pas sauter dans le vide, mais bien sûr. Je prenais l'exemple d'un stage récent où pour un petit saut de puce, c'est sauter d'1 mètre en horizontal, mais avec un décroché vertical d'à peu près 50 à 60 cm. Si on a une assurance, on le fait quasiment sans problème. Si on enlève l'assurance, on aura beaucoup plus de gens qui seront récalcitrants, même s'il y en a déjà avec une assurance. Et justement, sur cette question de sécurité, sans tomber dans quelque chose de trop dans le poncif, qu'on est dans une société où on recherche de moins en moins le risque, on cherche de plus en plus la sécurité. Ici, c'est un peu une enclave où on continue à tester des choses, à être innovant, à prendre des risques. Est-ce qu'il y a quand même
vous remarquez une différence peut-être avec ce que vous avez expérimenté et ce qu'on vous en a dit avant, vos prédécesseurs notamment, sur est-ce que justement cette partie sécurité est de plus en plus présente et handicapante peut-être? Alors il ne faut jamais considérer la sécurité comme un handicap, ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai pas la sensation ni le sentiment aujourd'hui qu'on est entravé par ça. Tout ce qui est fait dans le cadre de nos stages répond à des normes qu'on s'est fixées parce que d'année en année, en voyant souvent, on va prendre l'exemple sur une piste d'audace, si on voit qu'il y a des obstacles qui sont trop dangereux qui sont trop dangereux, qui peuvent amener, qui peuvent avoir un taux accidentogène un petit peu trop élevé. On reverra comment est-ce qu'il doit être franchi, on reverra éventuellement la façon dont on doit aménager la sécurité. Mais globalement, en tout cas depuis le temps que j'ai été formé ici, je n'ai pas vu de changements radicaux, si ce n'est que tous les obstacles sont franchis avec des normes de sécurité qui sont maintenant éprouvées et largement. Dans l'actualité, au moment où on enregistre cet épisode, on parle de plus en plus de haute intensité, de combats où on n'est plus dans une logique de guérilla ou de combat comme on peut le voir au Sahel contre des petits groupes armés, mais on voit qu'il y a un possible retour à une guerre plus conventionnelle. Le CEMA, le chef d'état-major des armées, quand il était chef d'état-major de l'armée de terre, avait beaucoup parlé de ça, le fait qu'il fallait aguerrir encore plus, augmenter cette partie aguerrissement au sein des régiments, au sein des entraînements. Est-ce que vous le percevez, ce changement-là? Est-ce que vous êtes amené à aller plus fort sur l'entraînement, sur la question de l'aguerrissement? Alors, pour répondre assez précisément sur cette question, le Centre national d'entraînement commando, il est amené à former des cadres de l'armée de terre qui, justement, eux, vont pouvoir dispenser cette formation à l'extérieur. Puisqu'en fait, notre capacité de stagiaires à l'année est d'environ 2500. Donc 2500 personnes par an ici, nécessairement, on ne va pas former l'armée de terre au complet. Ce qu'avait envisagé ou ce qu'avait décrit le chef d'état-major de l'armée de terre et aujourd'hui le chef d'état-major des armées, c'est de dire plus on va former de cadres au SNEC, plus on pourra former de gens, de militaires dans notre institution. Et c'est pour ça que il y a une politique d'aguerrissement bien sûr, une directive même d'aguerrissement qui nous dit il faut qu'on ait tant d'instructeurs, tant de moniteurs, tant d'aides instructeurs dans les régiments, dans les centres, de manière à pouvoir accueillir nos unités de l'armée de terre. Et dans le même temps, de faire que dans nos régiments, on ait des cellules qui puissent se créer, ou si ce ne sont des cellules, au moins avoir les gens qui sont formés pour, à un moment donné, créer une action de formation et rentrer dans l'aguerrissement au sein de ces unités pour pouvoir organiser un stage d'initiation d'aguerrissement, donc de l'ordre de 5 à 10 jours, 15 jours, et travailler directement plutôt que de venir ici où on n'a pas forcément les moyens de recevoir tout le monde. Et c'est en ça en fait que le SNEC il est concurrent à cette montée en puissance de la haute intensité, parce que c'est ce que je définissais un petit peu tout à l'heure. L'aguerrissement commando, de type commando, l'instruction qu'on dispense, en fait, elle est liée à ces 4 domaines. L'entraînement physique et psychologique en combat, et ça, c'est l'instruction C4, combat corps à corps, adapté au combat de haute intensité. En fait, c'est quand vous voyez les gens qui font la mission Sentinelle, Vigipirate, on est dans une mission ou une opération qui est sur le territoire national, donc c'est pas de la haute intensité. En revanche, quand on est sur un territoire d'opération extérieur, un théâtre d'opération extérieur et qu'on est confronté à des gens qui sont armés ou autres, et bien là, en fait, le combat corps à corps adapté au combat de haute intensité, c'est un homme équipé avec sa musette, son sac de combat, son sac de patrouille, ses armes de dotation, fusil d'assaut, arme de poing, et qui va employer tous les moyens nécessaires pour pouvoir neutraliser, voire détruire l'ennemi, l'adversaire qu'il aura en face de lui. Donc ça, c'est une partie prenante. Et donc ça, c'est dispensé dans les régiments à partir du moment où les gens sont formés chez nous. Un des deuxièmes points, parce que l'instruction,
l'instruction technique fait partie de l'aguerrissement moral et physique aussi, mais après on va avoir l'instruction tactique ou l'adaptation au milieu. Et ben là encore, en fait, le SNEC il développe au travers de ses stages cette force morale, parce que la tactique, ça se joue de jour, mais ça se joue aussi de nuit. Il y a des procédures qui sont enseignées, qui sont éprouvées au travers de différents exercices. Et ça vaut à la fois pour nos stagiaires de tous les jours, comme sur les unités particulières ou spécialisées qui viennent chez nous. D'accord. La devise de votre centre, c'est en pointe toujours. Tout à fait. En pointe, j'imagine du coup pour réfléchir à de nouvelles façons aussi pédagogiques d'apprendre les choses. Est-ce qu'il y a un effort qui est fait sur ça, comment sont formés les instructeurs qui vont former justement ces instructeurs? Alors, tous les instructeurs qui sont affectés au SNEC, ils sont passés bien évidemment un moment ici en stage, et quand ils reviennent, il y a un stage interne qu'on appelle le stage formateur, durant lequel en fait, ils vont revoir toute la pédagogie et la partie théorique et pratique en fait, des sites d'instruction. Ce qu'on fait également, c'est qu'on revoit toute la partie des cours tactiques qui sont enseignés pour redonner finalement un petit peu je ne vais pas dire le vernis, parce que c'est plus que ça, mais une parole unie en fait, sur la façon dont on doit enseigner les choses à nos stagiaires. Donc, comment est-ce qu'on enseigne ça? Eh bien, de la manière un petit peu comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une partie où en fait il va y avoir un petit cours théorique et un peu théâtral, ou en tout cas magistral, en salle de cours, mais après il y a des applications pratiques qui sont faites sur le terrain. Et là encore, nos formateurs, c'est eux qui vont mettre en œuvre dans un premier temps pour donner la bonne méthode d'approche, la bonne méthode de déplacement, la bonne méthode de stationnement, et enseigner les combats tels qu'ils sont décrits du coup dans nos manuels d'emploi des actions commando. D'accord. Est-ce que ces instructeurs ils peuvent être amenés à se déplacer au sein des unités de l'armée de terre pour donner des cours aux cadres, mais dans ces unités-là? Alors c'est quelque chose que je n'ai pas forcément observé, en tout cas pour la partie... oui, justement, c'est pour ça que j'allais dire pour la partie... Alors c'est quelque chose que je n'ai pas forcément observé pour la partie des techniques commando, puisqu'en fait à partir du moment où les gens sont formés, ils ont une certaine autonomie à pouvoir délivrer ces instructions directement dans le régiment. En revanche, notamment pour la partie du combat corps à corps adapté au combat de haute intensité, puisque c'est quelque chose qui a été mis en œuvre, je ne vais pas dire récemment, mais en tout cas la façon de le décentraliser a été officialisée il y a quelques années. L'idée maintenant, c'est d'envoyer nos instructeurs, voire nos formateurs de ce domaine-là, et de valider avec les gens qui sont en place la mise en place d'un moniteur C4 par exemple, et de la même manière dans le domaine de la survie ou autre, où on va essayer de développer par rapport à différents milieux cette technique-là avec des instructeurs qui seront formés chez nous. D'accord. Vous formez aussi des étrangers, des armées étrangères qui pourraient venir dans le cadre d'échanges ou de partenariats? Alors dans le cadre des ARCOR, oui, ou dans le cadre des partenariats, il nous arrive effectivement d'avoir quelques étrangers, que ce soit des étrangers, en tout cas de des pays limitrophes tels que l'Allemagne, on a parfois des Espagnols aussi, et puis on a parfois des camarades africains qui viennent, du continent africain qui viennent chez nous également. Ça peut arriver. Ils viennent généralement sur les stages moniteurs, exceptionnellement sur les stages instructeurs. D'accord. Est-ce que dans les autres pays, il y a un équivalent du SNEC? Par exemple, je pense aux pays européens, mais aussi peut-être aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un homologue du SNEC? Alors, il existe dans beaucoup d'autres pays, effectivement, des écoles sur l'aguerrissement et sur les qualifications de moniteur ou d'instructeur commando. On a parfois des échanges avec eux. Ça nous est arrivé, je veux dire, assez récemment, en tout cas il y a quelques mois, un petit peu plus d'une année, avec les Belges, qui demandaient d'ailleurs à ce qu'on vienne, pour le coup,
observer un peu leur centre et voir si on pouvait faire passer nos forces françaises. La plus grande difficulté, malgré tout, pour parler un peu de ce sujet, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément, nous, les mêmes normes d'engagement et, pour le coup, les mêmes normes de sécurité sur les pistes ou les techniques de franchissement. Voilà. Cette différence, elle est à quel niveau? Vous direz qu'il y a plus de sécurité engagée sur les pistes ici qu'à l'étranger, ou l'inverse ou... En fait, ça va dépendre, mais globalement, ça peut être sur le matériel qu'ils vont utiliser, que nous, on ne va pas reconnaître puisqu'il ne portera pas la norme française, ou ça peut être sur les longueurs de franchissement, ou ce genre de choses. D'accord. Est-ce que vous Mais c'est pas plus risqué chez nous que chez eux, en fait. Est-ce que vous collaborez aussi avec la STAT, avec la section technique de l'armée de terre, ou même la DGA pour le test de matériel, par exemple? Je pense aux baudriers, aux cordes, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas officiellement si on a collaboré avec eux. En revanche, je sais qu'on avait, notamment pour les équipements de protection individuelle, on a travaillé en collaboration avec Petzl, parce qu'on est généralement affilié avec eux sur l'équipement, en fait, de nos cadres ou même de nos stagiaires. Je sais qu'on a une cellule montagne, en fait, ici, qui travaille justement sur la résistance des cordes, la résistance d'un nœud, la résistance de certains matériels qu'on va utiliser. Et ça fait effectivement après l'objet de normes d'emploi ici pour les activités qu'on pratique. D'accord. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, qu'on parle du top, des techniques d'optimisation du potentiel que j'ai découvert à titre personnel ici au SNEC lors du stage journaliste. Et j'avais trouvé ça assez incroyable de faire ça. Alors je connais très peu les techniques d'optimisation du potentiel, parce que je ne suis pas formé dans le domaine. Moi, j'ai juste suivi un stage il y a quelques années et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'étais plus sur la partie relaxation que la partie optimisation du potentiel dans le cadre d'une préparation de mission ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, il y a bien deux volets dans cette affaire. Il y a la partie où on va chercher à se déstresser, se relaxer au maximum, mais il y a aussi une partie où on va un petit peu s'haranguer pour se préparer à partir en mission, éventuellement au combat ou autre. Mais je laisserai éventuellement... On en parlera effectivement dans notre épisode. Collègue en parler mieux que moi. Et sur la doctrine, si on peut parler de doctrine d'emploi de cette méthode, au sein du bureau études et prospectives, est-ce que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est relativement nouveau, puisque c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle en tout cas de l'histoire du SNEC? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors, c'est pas quelque chose qui est intégré dans nos programmes, parce que je veux dire que le fond de sac est déjà lourd, donc ajouter un volume dédié au top nécessiterait de supprimer quelque chose, et pour le coup aujourd'hui c'est pas encore d'actualité. Il n'empêche qu'on a pour les cadres ici certaines séances qui sont menées sur volontariat pour que les gens puissent effectivement voir de quoi ils retournent, et potentiellement s'en servir aussi pour améliorer sa façon d'agir, sa façon de procéder en termes de pédagogie, et voire même pour soi-même. On parle souvent d'apprendre à apprendre, ou favoriser un peu sa mémoire et ce genre de choses. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qui est mis encore en œuvre dans nos stages, c'est pas d'actualité non plus. Ici, on se trouve à Montlouis, une des deux emprises du Centre national. L'autre est à Collioure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a deux emprises et quelles sont les particularités de chacune d'entre elles? Alors, il y a effectivement deux sites. Pourquoi deux sites? Finalement, quand on regarde, j'en reviens toujours à mes 4 domaines d'instruction qui forment l'aguerrissement commando. Ici, finalement, on est clairement dans le milieu montagneux, et on a un terrain qui nous permet de dispenser un certain nombre d'activités dans le domaine commando. À Collioure, on est clairement sur la façade maritime, et donc on peut appuyer sur la partie nautique avec
toutes les activités qui s'y rapportent, que ce soit de la navigation en kayak, en zodiac, du palmage et tout ce qui peut s'y référer. Même si là-bas on pratique également les pistes d'audace, le franchissement ou autre. Mais voilà, les spécificités sont clairement attachées en fait à la proximité ou en tout cas au lieu dans lequel ces deux sites se situent. C'est quoi qui revient le plus quand vous parlez avec des stagiaires qui sont passés par le SNEC sur qu'est-ce qu'ils retiennent le plus de leur passage ici? C'est quoi l'enseignement clé qui garde le plus en tête? Alors, je ne sais pas si c'est un enseignement qui garde le plus. Moi, je reviendrai sur l'effet, ou en tout cas, peut-être l'effet final recherché, en fait, c'est d'être venu se confronter un petit peu à soi-même et d'avoir touché et ou repoussé ses limites. En fait, c'est ça. Parce que, il y en a certains qui pourront dire, moi j'ai préféré le rappel, j'ai préféré la piste d'audace, j'ai préféré la navigation ou ce genre de choses. Et je pense que vraiment l'aspect global de ça, quand on ressort d'un stage de qualification commando, c'est plutôt, en fait, je sais de quoi je suis capable. Alors, c'est beaucoup plus vrai au niveau des stages moniteurs, mais même au niveau instructeur, les gens continuent d'apprendre et ils se confrontent malgré tout à leurs limites, à mon sens. C'est au-delà de la question de la technique, c'est plus la question du mental presque qui est travaillé. De quoi j'ai été capable, dans quel domaine je me suis surpassé, clairement. Et là, pour le coup, chacun a sa petite faiblesse, certainement, quel que soit le domaine. Pour terminer cet entretien, quel est le conseil que vous aimeriez partager avec un stagiaire ou un futur stagiaire qui passerait par ici pour qu'il vive bien son expérience au centre? Pour bien commencer le stage, il faut être prêt physiquement. Alors, on a des tests d'entrée qui sont loin d'être insurmontables. Et malgré tout, on a des échecs à chaque stage. Donc le premier conseil à donner, c'est ça. C'est de se préparer physiquement, pas que sur les tests qui sont faits, mais vraiment sur une condition physique qui permettra d'être endurant sur les 4 semaines de stage. Et la partie mentale, comment on fait pour travailler ça? Avoir confiance en soi, et peut-être faire du top. Merci pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.